première session du Concile, 11 octobre jusqu'au 8 décembre 1962. Nova et Vetera. La longue procession blanche des évêques en mitre et chape semblait ne jamais devoir finir. Elle descendait l'escalier royal, passait la porte de bronze et s'avançait jusqu'à la moitié environ de la place Saint-Pierre. Là, elle tournait brusquement à droite, montait les marches et disparaissait dans la grande porte de la basilique. C'était un jeudi 11 octobre 1962, en la fête de la maternité divine de la Bienheureuse Vierge Marie, jour fixé pour l'ouverture du deuxième concile du Vatican. Les pavés de la place étaient humides et brillants de la pluie qui n'avait cessé de tomber pendant la nuit, mais ils séchaient rapidement au brillant soleil matinal. Je me trouvais sur les marches de la basilique, regardant passer les 2400 pères conciliaires venus du monde entier. La plupart de ces hommes étaient inconnus hors de leur diocèse, mais certains d'entre eux, à cause de ce qu'ils allaient dire ou faire, devaient vivre à jamais dans l'histoire de ce concile. Le cardinal Frings, Ottaviani, Liénard, Meyer, Béat, Suinens, Léger, Maximos IV, Seg, de Proença, Sigo, etc. Quelques noms parmi les nombreux qui passeraient à la postérité. Sans oublier Monseigneur Lefebvre. Tous les évêques n'avaient pas le sourire aux lèvres. Nombre d'entre eux pensaient que le concile n'avait été convoqué que pour entériner des documents préparés d'avance. Les fameux documents préparatoires. Certains évêques des États-Unis avaient laissé entendre qu'ils se contenteraient de faire acte de présence pendant 2 ou 3 semaines, après quoi ils rentreraient chez eux. Et les évêques du Paraguay avaient été informés par un haut dignitaire ecclésiastique que tout avait été si bien préparé à Rome que le concile serait de brève durée. Le souverain pontife, sa sainteté Jean XXIII, parut enfin, le visage radieux, sur la Cieda Gestatoria. S'inclinant vers la foule, il la bénissait et accueillait avec une joie visible ses acclamations. Ce concile était, pour ainsi dire, son œuvre, le 21e concile œcuménique de l'histoire de l'Église catholique. Je précise que le terme œcuménique, dans ce cas, signifie universel. Ce qu'on appelle le Concile Vatican II est donc le deuxième qui se déroulait au Vatican. Il avait accédé depuis 3 mois à peine au souverain pontificat que le 25 janvier 1959, dans le monastère bénédictin de Saint-Paul hors les murs, il avait fait part à 17 cardinaux étonnés de son intention de convoquer un concile œcuménique. À l'entrée de Saint-Pierre, la Sedia Gestatoria fut abaissée et le pape remonta à pied la longue nef. Les pères conciliaires qui avaient pris place dans la basilique applaudissaient à son passage. Il représentait toutes les parties du monde. L'Europe, 39%, l'Amérique, 14%, l'Amérique du Sud, 18%, l'Amérique centrale, 3%, l'Asie, 12%, l'Afrique, 12%, l'Océanie, 2%. Arrivé devant la confession de Saint-Pierre, le souverain pontife s'agenouilla pour prier. Puis il entonna la première prière officielle du deuxième concile du Vatican, le Veni Creator. Et d'une seule voix, le pape et les pères conciliaires implorèrent la lumière et la direction de l'Esprit Saint pour l'accomplissement de la tâche qu'ils avaient devant eux. Une messe fut ensuite célébrée, après quoi, selon une coutume datant des premiers conciles, le livre des évangiles fut solennellement intronisé sur l'autel. Enfin, le pape prononça son allocution d'ouverture. Il se dit persuadé que l'Église tirerait du concile une énergie, une vigueur nouvelle. Elle envisageait sans crainte l'avenir, entre guillemets. Son optimisme contagieux éclata lorsqu'il dit « Nous estimons devoir nous dissocier entièrement de ces prophètes de malheur qui prédisent sans cesse le pire, comme si la fin du monde était proche. À les entendre, la société contemporaine ne serait que ruine et calamité. Comparée au siècle passé, notre époque n'accuserait que détérioration.
Ils se comportent comme si l'histoire, qui est maîtresse de vie, n'avait rien à leur apprendre. » Fermez les guillemets. L'histoire, ajoutait le pape, montrait que les choses n'avaient pas été plus satisfaisantes dans le passé. Le souverain pontife tient à ne laisser planer aucun doute sur son orthodoxie. Il dit « Le principal souci du concile œcuménique est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et exposé de manière plus efficace. L'Église ne devait jamais, entre guillemets, perdre de vue le patrimoine sacré de vérité qu'elle a reçu des anciens. » Fermez les guillemets. Mais en même temps, il importait qu'elle considérât aussi les temps présents qui ont donné naissance à une conjoncture nouvelle, à de nouvelles formes de vie et ont ouvert de nouvelles voies à l'apostolat catholique. Fermez les guillemets. Le Concile n'avait pas à se préoccuper de présenter point par point les doctrines fondamentales de l'Église telles qu'elles ont été enseignées par les théologiens anciens et modernes, dont le pape, entre guillemets, avait de bonnes raisons de penser qu'elles n'étaient pas ignorées des pères conciliaires et que ceux-ci les avaient constamment présentes à l'esprit. Fermez les guillemets. Il n'eût pas été nécessaire pour cela de convoquer un concile œcuménique. Ce qui s'imposait, c'était une nouvelle étude, faite par des esprits sereins et paisibles de l'ensemble de la doctrine chrétienne, prise dans son intégrité, telle qu'elle brille notamment dans les actes du Concile de Trente et du premier Concile du Vatican. Fermez les guillemets. Le pape aborda ensuite la partie la plus importante de son allocution. Il dit « Il importe que, comme l'attendent tous les amis sincères de la chose chrétienne, catholique et apostolique, cette même doctrine soit mieux connue et plus approfondie, et que les esprits en soient davantage imbus et informés, entre guillemets. Il importe que cette doctrine, certaine et immuable, soit étudiée et exposée selon les méthodes qu'exige la conjoncture présente. Autre, en effet, est le dépôt de la foi. Autre le mode suivant lequel il est énoncé. » Fermez les guillemets. Une grande patience, un examen soigneux était indispensable, dit-il, pour que les enseignements du Concile eussent un caractère éminemment pastoral. Sans se dissimuler l'existence de doctrines, d'opinions et de conceptions fallacieuses et dangereuses, entre guillemets, Jean XXIII traita ce sujet avec son optimisme ordinaire. Il souligna que les opinions incertaines des hommes changent d'âge en âge et que souvent les erreurs d'une génération se dissipent aussitôt comme la brume devant le soleil. Rappelant que l'Église n'avait jamais manqué de s'opposer aux erreurs, qu'elle les avait souvent condamnées avec la dernière sévérité, il fit valoir qu'elle préférait maintenant, entre guillemets, utiliser le remède de la miséricorde plutôt que les armes de la rigueur, et jugeait plus opportun dans les circonstances présentes d'exposer plus largement la force de sa doctrine que d'avoir recours aux condamnations. Fermez les guillemets. Il se dit persuadé que les hommes étaient maintenant, entre guillemets, plus profondément convaincus de l'éminente dignité, entre guillemets, de la personne humaine, de la perfection à laquelle ils devaient tendre et des devoirs que cela leur imposait. Il continue. Plus important encore, l'expérience leur a enfin enseigné que la violence exercée sur autrui, la puissance des armes, la domination politique sont loin de suffire à résoudre les graves problèmes qui les angoissent. Pour conclure, il rappela aux pères conciliaires l'obligation où ils étaient de répondre aux inspirations du Saint-Esprit, afin que leur œuvre pût répondre à l'attente du moment et aux besoins des peuples. Cela, ajouta-t-il, exige de vous paix et sérénité de l'esprit, concorde fraternelle, tempérance des propos, dignité des exposés, sagesse de toutes les délibérations. La scène était prête. Les travaux du deuxième concile du Vatican pouvaient commencer. Il fut annoncé que la première congrégation générale se tiendrait le 13 octobre à 9 h. L'Alliance européenne.
La question cruciale qui se posait dès l'abord aux pères conciliaires était la composition des 10 commissions conciliaires. Les évêques allemands se réunirent à la résidence du cardinal Frings, archevêque de Cologne, dont la santé fragile, l'âge, il avait alors 75 ans, et la cécité partielle n'avaient en rien altéré le dynamisme et les qualités de chef, pour examiner les candidatures possibles. L'annonce que la curie romaine avait préparée, en vue de sa distribution lors des élections, une liste de candidats, souleva une émotion considérable. Pour contrer cette tentative, on suggéra que chaque conférence épiscopale nationale fût autorisée à choisir dans son propre sein des candidats pour chacune des commissions. Le cardinal Frings, archevêque de Cologne et président de la conférence épiscopale d'Allemagne, soumit l'idée au cardinal Liénard, évêque de Lille et président de la conférence épiscopale de France, qui avait alors 78 ans. Et les 2 cardinaux convinrent d'une procédure à adopter pour les jours d'ouverture. Après la messe qui ouvrit la première congrégation générale, le 13 octobre, les pères conciliaires reçurent 3 brochures préparées par le secrétariat général. La première donnait une liste complète des pères conciliaires, qui étaient tous éligibles s'ils n'occupaient déjà une fonction. La deuxième donnait les noms de ceux d'entre eux qui avaient pris part aux délibérations des diverses commissions préparatoires du concile. C'était là cette liste curiale qui avait tant agité les évêques allemands. Comme le secrétariat général expliqua plus tard, cette liste n'avait été préparée qu'en vue d'informer les pères conciliaires de l'expérience que certains d'entre eux avaient déjà acquise dans des domaines particuliers. Mais cela ne fut pas du goût de quelques pères, car tous les membres des commissions préparatoires avaient été nommés par le Saint-Siège, c'est-à-dire par la curie romaine, les plus conservateurs. La troisième brochure était faite de 10 pages, dont chacune comportait 16 espaces blancs numérotés. Les pères conciliaires devaient y inscrire les noms des candidats de leur choix. Chaque commission devait être présidée par un cardinal désigné par le souverain pontife et composée de 24 membres dont 2 tiers seraient élus par les pères conciliaires et 1 tiers nommé par le pape. Les nominations papales seraient faites après la proclamation des résultats des élections. Monseigneur Felici, secrétaire général du concile, était en train d'expliquer, dans cette langue latine qu'il maniait avec une telle aisance, la procédure des élections, lorsque le cardinal Liénard, qui, en tant que l'un des 10 présidents du concile, siégeait à la longue table dressée au haut de la nef, se leva et demanda la parole. Il exposa que les pères conciliaires avaient besoin de plus de temps pour étudier les qualifications des divers candidats. Après que les conférences épiscopales nationales se seraient concertées, dit-il, chacun serait mieux en mesure de se prononcer en connaissance de cause. En conséquence, il demanda que le scrutin fût différé de quelques jours. Cette suggestion fut applaudie, et après un moment de silence, le cardinal Frings se leva pour l'appuyer. À son tour, il fut applaudi. Après s'être en hâte concerté avec le cardinal Tisserand, qui, en tant que premier des présidents du concile, dirigeait les débats, Monseigneur Felici annonça que la présidence du concile avait accédé à la requête des 2 cardinaux. La réunion était ajournée jusqu'au mardi 16 octobre à 9 heures. La première séance de travail, y compris la messe, n'avait duré que 50 minutes. En sortant de l'aula conciliaire, un évêque hollandais lança à un prêtre de ses amis, qui se trouvait à quelque distance, « Notre première victoire !» fermez les guillemets. Les diverses conférences épiscopales nationales se mirent aussitôt à l'œuvre pour dresser leur liste. En raison de leurs liens linguistiques, les évêques allemands, autrichiens, décidèrent d'établir une liste combinée. Les 2 cardinaux allemands n'étaient pas éligibles, le cardinal Frings étant membre de la présidence du concile, et le cardinal Dopfner, archevêque de Munich, membre du secrétariat pour les affaires extraordinaires du concile.
Par contre, le cardinal Koning, archevêque de Vienne, était éligible. Il fut aussitôt placé en tête de la liste des candidats pour la plus importante des commissions, la commission de théologie. Comme on dit, la commission doctrinale pour la foi et les mœurs. À la fin de ces discussions, le groupe austro-germanique, donc l'Autriche et l'Allemagne, avait établi une liste de 27 candidats, 3 Autrichiens, 24 Allemands, et un évêque d'Indonésie natif des Pays-Bas, qui avait reçu sa formation liturgique en Allemagne et en Autriche. Donc je précise ici, c'est ce qu'on va voir dans ce livre, c'est que le titre du livre, « Le Rhin se jette dans le Tibre », eh bien c'est de cela qu'on parle, c'est le Rhin, c'est l'influence des pays de l'Autriche, Allemagne, Hollande notamment, qui auront une influence libérale et progressiste sur le Concile. Fermez la parenthèse. D'autres conférences épiscopales avaient également préparé leur liste. Le Canada avait 12 candidats, les États-Unis 21, l'Argentine 10, l'Italie 50. Les supérieurs généraux présentaient 6 de leurs membres pour la commission des religieux et 1 pour chacune des autres commissions. Néanmoins, à mesure que ces listes commencèrent de prendre forme, l'élément libéral du Concile s'aperçut avec inquiétude que son idée de faire établir des listes séparées par les conférences épiscopales ne constituait pas une garantie sûre contre l'hégémonie des ultra-conservateurs au sein des commissions. En ces premiers jours du Concile, on s'attendait en effet que des pays tels que l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et toute l'Amérique latine se rangeraient du côté des conservateurs. L'Italie à elle seule comptait plus de 400 pères conciliaires, les États-Unis environ 230, l'Espagne près de 80 et l'Amérique latine près de 650. L'Europe, y compris l'Italie et l'Espagne, en comptait plus de 1100. L'Afrique, qui détenait près de 300 voix, était en balance et pouvait être gagnée par l'un ou l'autre parti, conservateur ou libéral. Ces considérations poussèrent les évêques d'Allemagne, d'Autriche et de France à proposer une liste combinée avec les évêques de Hollande, de Belgique et de Suisse. Pendant ce temps, Monseigneur Blomjus, évêque de Mwanza en Tanzanie, natif des Pays-Bas, et Monseigneur Zoa, archevêque noir de Yaoundé au Cameroun, s'étaient occupés d'organiser les évêques anglophones et francophones d'Afrique. Ils offrirent leur liste de candidats au groupe présidé par le cardinal Frings, lui assurant ainsi un bon nombre de voix africaines. Les 6 pays d'Europe qui formaient désormais, sinon nommément, du moins en fait, une alliance, trouvèrent de nouveaux candidats d'esprit libéral parmi les cardinaux, archevêques et évêques d'autres pays. Ils incorporèrent ainsi dans leur liste 8 candidats italiens, 8 espagnols, 4 américains du Nord, 3 anglais, 3 australiens, 2 canadiens, 2 indiens, 2 chinois, 2 japonais, 2 chiliens et 2 boliviens. 5 autres pays étaient représentés par un de leurs nationaux, et l'Afrique par 16 candidats. La liste du cardinal Frings en vint à être appelée la liste internationale. Elle comportait 109 noms, soigneusement choisis pour que l'Alliance européenne fût certaine d'être largement représentée au sein des 10 commissions. Le soir du lundi 15 octobre, 34 listes étaient parvenues au secrétariat général, qui les fit imprimer dans une brochure intitulée « Liste des pères conciliaires proposés par les conférences épiscopales en vue de l'élection aux commissions conciliaires ». La journée du jeudi 16 octobre fut employée à l'inscription des 160 noms sur les feuilles de scrutin. Les élèves du collège urbain de Propaganda Fide furent chargés de dépouiller les scrutins, ce qui représentait un travail fort fastidieux, attendu qu'il y avait environ 380 000 noms écrits à la main. À la 3e congrégation générale, le samedi 20 octobre, le secrétaire général annonça que le souverain pontife, sur proposition de la présidence du concile, avait suspendu
l'application de l'article 39 du règlement intérieur qui exigeait pour toutes les élections une majorité absolue, 50% plus une voix. Une majorité simple suffirait désormais, et les 16 pairs conciliaires, qui auraient reçu le plus grand nombre de voix pour une commission donnée, seraient considérés comme élus à cette commission. Les résultats des élections furent éminemment satisfaisants pour l'Alliance européenne. Sur les 109 candidats qu'elle avait présentés, 79 étaient élus, représentant 49% des sièges électifs. Lorsque les nominations papales furent annoncées, il apparut qu'elles incluaient 8 autres de ces candidats. L'Alliance possédait 50% des sièges électifs de la très puissante commission de théologie. Dans la commission de liturgie, elle avait pour les sièges électifs une majorité de 12 contre 4, et les nominations papales firent passer cette proposition à 14 contre 11. En tout, 80% des candidats présentés par l'Alliance européenne étaient pourvus d'un siège dans une commission. L'Allemagne et la France étaient l'une et l'autre représentées dans toutes les commissions, sauf une. L'Allemagne avait 11 représentants, la France 10, les Pays-Bas et la Belgique 4 chacun, l'Autriche 3, la Suisse 1. Mais les résultats des élections ne satisfirent pas tout le monde. Un évêque africain affirma qu'il avait été convenu que, en échange de l'appui donné par l'Afrique aux candidats présentés par l'Alliance pour la commission de théologie, l'Alliance appuierait tous les candidats africains présentés pour la commission des missions. Or, 3 seulement des 9 candidats africains avaient été élus. 3 seulement des 9. En outre, pas un seul des 15 supérieurs généraux proposés comme candidats par l'Union des supérieurs majeurs n'avait été élu, bien qu'ils représentassent des communautés particulièrement compétentes en matière de liturgie, d'éducation, de mission et de vie religieuse. À la dernière heure, il fut annoncé que le souverain pontife nommerait à chaque commission 9 membres au lieu des 8 prévus par le règlement intérieur. Sur les 90 qu'il nomma, 8 étaient supérieurs généraux. Des 250 pairs conciliaires élus ou nommés aux 10 commissions, 154, soit 62%, avaient siégé dans une commission préparatoire et possédaient donc une expérience préalable. Après cette élection, il n'était guère difficile de voir quel était le groupe qui était assez organisé pour prendre la direction des opérations. Le Rhin avait commencé de se jeter dans le Tibre, c'est-à-dire les libéraux s'infiltrent dans les conservateurs. Je termine là pour cette deuxième vidéo. Pour ceux qui cela questionne, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je tâcherai d'essayer de vous répondre en me renseignant au préalable.